are free. Hey! Rise up and see the light. Rise up and see the light. The feeling of being alive. The feeling of being alive. Rise up. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commenter, le docteur Nicolas Leblanc et Thierry Borsat, la nomination d'un médecin généraliste par le ministre de la Santé pour participer au comité stratégique de la Covid-19. Un comité dirigé par le professeur Delfraissy et qui a fait beaucoup parler de lui, le comité et le professeur Delfraissy, depuis 2 ans. Oui, avec d'ailleurs des phases très très différentes, parce qu'au début, au moment où la crise a vraiment démarré, on a vu que le président Emmanuel Macron a suivi presque à la lettre les recommandations de ce Conseil, avant de prendre, on va dire, davantage de distance, et c'est une litote, puisqu'il est même allé, jusqu'à ne pas du tout respecter les indications du Conseil, et puis il est allé aussi rendre visite au professeur Raoult, en pleine affaire de l'hydroxychloroquine, qui était une vraie surprise, et qui a d'ailleurs été moyennement, on l'imagine, apprécié par les membres du Conseil scientifique. Voilà, tout ça avant finalement de reprendre des relations un peu plus étroites et sans depuis doute un an, oui, depuis un an, aujourd'hui normalisées. Ça va mieux, Nicolas. Alors le professeur Pierre-Louis Drouet a une forte légitimité. C'est en effet un généraliste qui compte, puisque dû à sa carrière de professeur de médecine générale, c'est un pionnier de la carrière universitaire en médecine générale. Il a d'ailleurs démissionné de la présidence du Conseil de médecine générale pour participer à ce conseil scientifique. Oui, c'est quelqu'un qui ne squatte pas les plateaux de télévision. Il a pourtant accepté cet entretien. Il a une très forte légitimité, moi je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est quelqu'un de courageux, qui n'a pas eu une carrière facile. Devenir professeur universitaire quand on est médecin généraliste, il a été accueilli souvent plus avec des armes que des fleurs. Il raconte très bien s'être beaucoup battu pour sa spécialité. Et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré ? Eh bien, écoutez, on l'a rencontré parce qu'on s'est dit que 2 ans après le début de cette crise, même si on avait beaucoup entendu le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, en fait, on avait aussi entendu d'autres voix, et notamment celle des médecins généralistes, qui au début d'ailleurs se sont demandé un peu quel rôle ils allaient devoir jouer dans cette crise, en regrettant d'ailleurs de ne pas jouer un rôle un peu plus important. Des médecins généralistes qui se sont aussi beaucoup inquiétés sur un autre sujet ô combien important, c'est la prise en charge des autres maladies dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc il nous a semblé très intéressant d'aller rencontrer celui qui les représentait au sein de ce conseil scientifique et qui nous a très volontiers accueillis. Manifestement, il avait lui aussi besoin, au bout de ces quelques mois, de ces plusieurs mois, d'exprimer des choses, puisqu'il avait volontairement choisi d'être très discret dans les médias, et là, il avait véritablement envie de dire des choses. Que vous allez tous le vérifier. J'étais, moi, qui le connais bien, très surpris par ses réponses. Je m'attendais... pas de la langue de bois, mais disons beaucoup plus de prudence, vous allez voir. Il faut savoir qu'il est toujours membre de la Haute Autorité de Santé, qu'il est resté jusqu'il y a très peu médecin généraliste à Port-Marly. D'ailleurs, il m'a dit qu'il n'y avait personne pour prendre sa succession, il était désespéré. Et même si cette nomination semblait une évidence, nous nous sommes tous posé la question au début de son rôle exact au milieu de cet aéropage de célébrités. Eh bien, on va écouter la réponse du professeur Drouet. Écoutez, c'est une question que je me suis posée moi-même quand j'ai eu le coup de fil du ministre de la Santé me disant, voilà, le président va faire un conseil scientifique Covid et on a besoin de vous. Je quittais la présidence du Collège de la médecine générale depuis déjà un petit mois, puisque c'était en fin février 2020. Et je lui ai donc dit, écoutez, moi je ne suis plus président du collège, je ne représente plus rien de tout ça, je suis médecin généraliste à mon cabinet et je suis à la Haute Autorité de Santé, donc par nature, je peux avoir un conflit d'intérêts. Et sa réponse a été non, c'est le généraliste qu'on veut, c'est rien d'autre. Et là, je me suis dit qu'après tout, j'avais une forme de légitimité à accepter. Je dirais pour 3 raisons. La première, c'est l'expérience de terrain. 44 ans d'exercice à la médecine générale et puis plus de 30 années de combat pour faire vivre et naître cette discipline. Je me suis dit que j'étais un peu quand même légitime pour ça. La deuxième, c'est que
j'avais construit et donc modélisé un certain nombre de choses, et je fais partie de cette vieille génération un peu visionnaire par rapport à l'émergence d'une discipline qui n'était pas une spécialité, et que je me suis dit que j'allais peut-être apporter une contribution de type transversal, pas que pour la médecine générale, mais aussi éventuellement pour les soins de santé primaire et les acteurs, à savoir aussi bien nos collègues infirmiers, nos collègues pharmaciens et kinésithérapeutes, puisque dans cette maladie et dans cette pandémie, ils ont été quand même des acteurs tout à fait essentiels, souvent mal identifiés, mais essentiels quand même. Donc ça a été ça, la première notion, c'est de dire, en plus, je ne suis pas très intimidant par rapport aux institutions, au pouvoir politique et aux mêmes représentants des autres disciplines, puisque j'ai une certaine expérience de les avoir à la fois parfois non seulement côtoyés mais affrontés, mais aussi avec eux j'ai échangé souvent. Et puis ce qui m'avait intéressé aussi, c'est déjà l'existence de deux disciplines non médicales, le sociologue et l'anthropologue. Et ça, je me suis dit, là, je vais trouver des alliés, parce que c'est pour moi un des axes importants de la médecine générale, c'est que ce n'est pas qu'une médecine scientifique, c'est aussi une médecine de l'homme, et c'est une médecine de la communauté au sens noble du terme, c'est-à-dire de la population. Alors, c'est un peu surprenant, c'est un détail, mais au moment où on commence à parler d'enlever le masque un peu partout, de voir Pierre-Louis Drouet avec son masque et ne pas nous montrer son joli visage. Alors effectivement, il a abordé tout de suite, dès le début de l'entretien, ce sujet, en me disant qu'il était nécessaire pour tous les membres du Conseil scientifique qui, depuis le début, voulaient être exemplaires en matière de gestes barrières et de toutes les mesures de prévention, qu'il était essentiel de se montrer avec son masque et que pour cette raison-là, il ne l'enlèverait pas. Ok. Alors, c'est quand même curieux d'entendre Pierre-Louis Drouet justifier un peu sa présence par celle d'un anthropologue et d'un sociologue, ce qui explique que ça n'a pas été aussi évident que cela pour se faire entendre. Alors, mais il le dit lui-même, hein, même si Olivier Véran lui avait dit « c'est le généraliste que je veux hein, » pour l'inviter dans ce conseil scientifique, il devait bien se douter que la partie n'allait pas être si simple que ça et que le rôle de la médecine générale, en revanche, devait être fondamental. Donc effectivement, il avait un positionnement qui nécessitait d'avoir des alliés. Ce qui ne devait pas être évident au départ, hein, puisque au premier temps de l'épidémie, on a beaucoup parlé d'urgence, de réanimation, de SAMU, d'éléments où la place du généraliste a été très très peu visible finalement. Oui, c'est sur la médecine générale et peut-être la médecine de l'homme, selon Pierre-Louis Drouet, mais on peut quand même se dire que ces représentants étaient très absents, je peux en témoigner de ces plateaux, sauf pour se plaindre de la façon dont ils étaient traités. Alors pourtant, Pierre-Louis Drouet montre bien que son rôle hein, dans cette instance, il était extrêmement précis. Après, ce qu'on a vu, c'est pour autant qu'on sache ce qui se passait vraiment dans le conseil scientifique, puisque même si tous les avis ont été rendus publics, puisqu'ils étaient publiés, il y a quand même eu une part de secret qui a un peu entouré le travail de cette équipe. Pierre-Louis Drouet. Premièrement, on a travaillé, je dirais, en flux tendu autant que de besoin. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes chaudes où on se réunissait tous les jours, voire 2 fois par jour. Toujours de façon distancielle, pour la facilité, et puis parce que de toute façon, se retrouver en groupe, c'était pas cohérent par rapport à la notion même de l'épidémie et des mesures à mettre en place, même si au début, on se souvient que tout a été très erratique et que entre les masques, pas de masques, entre ceci, cela, c'était quand même un peu compliqué, et on pourrait y revenir. Non, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit est consensuel. C'est long, hein, faire un avis, c'est 10-15 jours, parfois quelques jours quand il y a urgence, mais c'est énormément de boulot de lecture, de la lecture et de documents qui sortent au jour le jour. À une époque, il y avait plus de 100 papiers qui sortaient en une nuit, donc il y avait une répartition un peu du travail. Puis moi, je vais aussi, comme désir, c'est d'avoir les retours de terrain. Non seulement mon expérience, moi, puisque j'étais en plein dans la tourmente en même temps, et que j'avais réorganisé le cabinet en conséquence, mais aussi je m'étais intéressé à ce qu'ont fait des confrères généralistes en province, ce qu'on a appelé les covidromes, des organisations où les ARS leur ont expliqué que c'était pas possible, qu'ils n'avaient pas le droit,
et où on était presque dans... vous n'avez pas écrit le cahier des charges, alors vous ne pouvez pas faire, alors qu'on était dans l'urgence et qu'il y avait le feu à la maison, quoi. Hein. Alors, il y avait le feu à la maison, pourtant, les premières décisions ont été exclusivement centrées sur l'hôpital, et cela, le professeur Drouet en convient parfaitement. Ça a été plus que trop centré. Ça a été... et contre ça, c'était difficile de lutter. Mais on voit bien, a posteriori aujourd'hui, que la crise Covid ne fait que pointer du doigt et mettre, je dirais, une loupe grossissante et monstrueusement grossissante sur cette absence d'organisation des soins de santé primaire, de reconnaissance même de leur rôle, et cette espèce de dissociation de ce qui devrait être un continuum entre les soins de santé primaire, les soins secondaires, les soins tertiaires, le CHU, mais aussi l'hôpital au sein d'un système de soins et non pas le noyau du système de soins. Et là, on voit bien que bon, l'hôpital est toujours impacté parce que cette maladie a voulu ça au début. Mais j'ai aussi très vite compris, et j'ai souvent dit, la Covid, c'est une maladie moyenâgeuse et c'est une maladie de soins de santé primaire, c'est une maladie de médecins généralistes. Et on n'a pas voulu l'entendre, ça. C'est-à-dire qu'on est parti tout de suite dans l'hyperspécialisation parce que c'était le cas, mais on n'a pas réfléchi en se disant, mais en amont, qu'est-ce qui peut se passer pour nous aider? Quand vous avez une vague qui vous tombe dessus, la première chose à faire, c'est soit de se protéger ou d'organiser la protection, et après de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait une fois passé le... Mais très vite, en avril, j'ai... avec d'autres, dit attendez, il y a un problème. Je me souviens très bien avoir dit un jour, moi je suis désolé, mais dans mon cabinet, je ne vois plus personne. Je passe mon temps au téléphone, je rassure les gens, je détecte des gens qui sont en train de se dégrader à domicile, je les fais venir au cabinet, ils sont morts de trouille parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas se déplacer. Ils s'appellent le 15, ça ne répond pas. Et moi, quand j'ai un mec qui fait un AVC et que j'appelle le 15, il me faut 2 heures pour avoir un correspondant. Il y a un problème. Hein. Et donc, dans ces conditions-là, moi, je suis désolé, on est en train de créer des effets collatéraux du Covid qui vont faire au moins autant de morts que le Covid lui-même. Ce que je disais à l'époque, on voit bien que ce n'est pas vrai, mais j'imaginais pas les chiffres d'aujourd'hui. Ceci étant, ça a très vite venu, et ça, le conseil scientifique là-dessus, je peux vous dire une chose, c'est que ma parole est libre et je suis entendu et écouté autant que de besoin. Et d'autre part, moi, je ne suis pas... voilà, je suis un grand timide, donc vous savez comment les grands timides s'expriment quand ils défendent des causes qui ne sont pas les leurs. Hein. Bon, donc j'ai très vite dit non. Et puis c'est d'ailleurs un médecin hospitalier, une réanimatrice, Yazdan Pana pour le citer, et puis Lila Bouanma qui m'ont dit « Ah ouais, on a interrogé nos collègues des urgences, et ils nous confirment qu'ils ne voient plus d'AVC, ils ne voient plus d'infarctus. » Ben, il dit oui, ils sont à leur domicile en train de crever. C'est une réalité, ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, prise de conscience courageuse, parce que noyé au milieu d'hospitalo universitaires qui n'ont pas dû être très tendres, même si Pierre-Louis Drouet dit qu'il a été écouté. Oui, en même temps, son analyse, on la comprend, hein, celle de Pierre-Louis Drouet. Et on a eu ces remontées de terrain, nous aussi. Hein. On a fait des émissions ici avec médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmières, qui nous ont tous remonté ces difficultés en ville et dans les cabinets. Alors, on peut se demander pourquoi, d'ailleurs, les choses n'ont pas été prises à bras-le-corps dès le départ et pourquoi les autorités de santé ont mis tant de temps à réagir pour installer la ville dans la prise en charge du Covid. Écoutez, Pierre-Louis Drouet, il n'insiste pas trop sur ce sujet parce qu'il ne veut pas se fâcher avec tout le monde, mais on peut quand même se dire qu'au début, il n'a probablement pas été écouté du tout parce que ça a mis un temps fou avant qu'on commence à dire que les médecins de ville devaient arriver en première ligne dans la gestion de cette crise sanitaire. Et puis en fait, il y a eu un autre problème qui s'est vite greffé là-dessus et qui est apparu au moment où on a parlé de l'intervention des généralistes, c'est celui de la liberté de prescription. Alors là-dessus, je ferai deux commentaires. Le premier, c'est que on a quand même très vite vu arriver 2 choses. C'est que des médecins se prenaient pour des journalistes et des journalistes se prenaient pour des scientifiques ou des médecins. Et ça, évidemment, c'est la pire des choses. Hein. Vous savez quelle est la différence entre Dieu et un médecin? C'est que Dieu ne se prend jamais pour un médecin. Donc c'est quelque chose qui peut en dire long sur le côté... et ça, c'est très dérangeant, parce que qui est-ce qui trinque dans cette affaire?
c'est le patient, c'est la population. La deuxième chose, c'est que la liberté de prescription, c'est pas parce qu'on est dans une pandémie qu'elle doit changer par rapport à un certain nombre de principes de base qui sont la prescription hors AMM, les bonnes pratiques, et ma position actuellement à la Haute Autorité de Santé, qui suis le vice-président de la commission sur les recommandations, les parcours et les bonnes pratiques, fait que je ne peux pas dire autrement que entendre des discours de professeurs d'université qui se sont transformés de professeurs en gourous et aller affirmer ce qu'ils ont affirmé, même à l'époque, je considérais que c'était non seulement dangereux, mais une vraie félonie, parce que c'est une atteinte à la science, à la médecine, et c'est une insulte aux professionnels de santé. Et le médecin, c'est pas un artiste, hein. C'est quelqu'un qui doit s'appuyer sur un certain nombre de connaissances et sur un certain nombre de principes. Et même si ça dérange certains que les études médicamenteuses sont faites telles qu'elles sont faites, je suis le premier à regretter que, par exemple, beaucoup de médicaments soient indiqués chez des patients qui n'ont pas fait l'objet des études. Hein. L'hypertension artérielle, pas plus que 75 ans. Quel est l'âge des patients hypertendus en France en moyenne? Il est supérieur. Donc on voit bien qu'il y a des choses à corriger. Mais ça ne justifie pas de faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté de prescription. Il y a eu l'obligation faite à certains de respecter un certain nombre de principes qui étaient déjà présents avant. Dieu ne se prend jamais pour un médecin. En plus, Pierre-Louis Drouet a de l'humour. Bon, malgré cela, vous avez entendu, il y a certains médecins, en particulier dans le Sud, qui ont pas dû trouver très très bien la sortie de Pierre-Louis Drouet, même s'il a effectivement raison. Et tout de même, le rôle du généraliste a été longtemps réduit au rôle de prescripteur de tests, de Doliprane et d'appel au SAMU. Là, c'est pas un problème de liberté de prescription. Là. C'est une non-reconnaissance du rôle du médecin généraliste dans une organisation structurée des soins. C'est-à-dire d'avoir dit « restez chez vous, braves gens, fermez les portes, ne vous déplacez plus, n'allez plus voir votre médecin », c'était non seulement une erreur, mais c'était une non-reconnaissance de ce qui s'est fait sur le terrain. Et j'espère que quand on va avoir un peu de temps de refaire l'histoire et de regarder, et je sais qu'il y a actuellement des anthropologues, il y a des sociologues qui le font, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre. Il y a énormément d'actions sur le terrain qui ont été faites, et heureusement d'ailleurs pour la population, et qui aujourd'hui n'ont pas... Alors, cela n'était pas regardé parce que l'objectif de tous était sur l'hôpital, sur ce qui se passait, sur les communications entre les problématiques que rencontraient les urgentistes, les problématiques que rencontraient les pneumologues et évidemment les réanimateurs. Il n'y avait pas beaucoup de place pour aller dire qu'on faisait une médecine de proximité. Et le rôle du médecin, c'est pas de prescrire, c'est d'accompagner les patients, c'est d'expliquer. Et puis c'est, dans cette période-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma secrétaire, j'ai la chance d'avoir une secrétaire au cabinet qui a accepté de continuer de travailler, je l'en remercie. Ben, on va prendre la liste des rendez-vous des 6 derniers mois et on va appeler tous les patients qui ont une pathologie chronique pour savoir comment ils vont. Et ben, j'en ai repéré un certain nombre. Je peux vous dire que un confrère, et c'est ce qui m'a fait déclencher ce contact avec la presse, me dit voilà, j'ai une très belle histoire signifiante. J'ai un patient, 55 ans, je le connais mais il n'a jamais rien. Sa femme m'appelle parce qu'il a des douleurs d'estomac violentes, ça fait 4 jours que ça dure, il est mal, et il refuse de venir vous embêter avec ça. Et elle appelle ce confrère, lequel confrère lui dit bah, qu'il vienne. J'ai personne, donc je vais le prendre tout de suite. Il met un masque, il vient, ne vous inquiétez pas, l'organisation, on a la salle Covid, la salle pas Covid, on a tous fait ça. On a tous organisé les patients Covid l'après-midi, les patients non Covid le matin pour dépasser la nuit à désinfecter les centres. On a tous fait des choses aujourd'hui pas encore reconnues qu'il faudra un jour décrire. Et ce patient, il est arrivé avec sa suspicion d'ulcère, et c'était un infarctus au 4e jour. Hein. La perte de chance, elle est monstrueuse à 55 ans. Parce qu'il n'a pas eu droit au stent, cet homme. Hein. Donc, on doit dire une chose, c'est qu'à l'aune de ça, c'est vrai qu'on n'a pas laissé les médecins continuer de faire leur job.
Mais ça a été, si vous voulez, impacté par ce discours de « laissez-nous prescrire ». Bon, et on sait ce que sont devenus les gens qui aujourd'hui continuent de militer ça. C'est les mêmes qui sont aujourd'hui anti-vax et qui sont aujourd'hui dans une espèce de rupture. D'ailleurs avec la médecine, je dirais, parce qu'ils ont perdu leur âme. Hein. Et puis, il y a eu le problème de la vaccination. Nicolas, je rappelle les faits. La vaccination a d'abord été envisagée dans des centres dédiés où le précieux vaccin pouvait être préservé. En aucun cas chez le généraliste, qui a regardé cela de loin au début sans comprendre et qui n'était pas content. Oui, et puis il ne faut pas oublier que la médecine générale s'est aussi un peu mis en travers de la route quant à la question de la vaccination faite par les pharmaciens. De son côté, oui. De son côté. Donc là, il y aura vraisemblablement des choses à débriefer sur de multiples axes. Ouais, on est un peu écœuré par ces combats corporatistes d'arrière-garde. Ça fait partie de la face noire du système de santé en France qui a été un peu révélée par cette crise sanitaire. C'est effectivement que ces querelles de chapelle. D'un côté, l'hôpital qui veut être tout puissant, de l'autre côté, les médecins généralistes qui se sentent abandonnés et qui veulent reprendre la main. Et puis de l'autre côté, les mêmes médecins généralistes qui disent les pharmaciens, c'est peut-être pas utile, nous on sait faire. Ouais. Voilà, tout ça est effectivement, c'est pour le moins un manque de coopération et un manque d'engagement général dans une affaire pour le moins importante. Quoi qu'il en soit, au début, ils n'étaient pas contents, les médecins. Aller dire à des médecins Bac plus 10 qui vaccinent tous les jours « Ah non, c'est pas votre boulot », ben c'était une ineptie. Mais je dirais qu'on peut en faire un catalogue de ça. Alors, moins 80 degrés, ça a été un frein. Mais ensuite, AstraZeneca, il a fallu se battre, il a fallu que les syndicats, que les représentants auprès de l'assurance maladie, auprès des ARS, parce que les ARS dans cette affaire n'ont pas été innocents. Et il faudra aussi peut-être se poser la question de leur rôle. S'entendre dire que non, dormez braves gens, on va s'en occuper, on va faire des vaccinodromes et ça va rouler tout seul. Heureusement que les médecins s'y sont mis, mais on n'a même pas respecté la temporalité des choses. Le fait qu'on n'a pas compris que c'était quand même un investissement, moi je l'ai fait au cabinet, l'organiser, ma secrétaire elle a morcelé, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Et d'annuler les rendez-vous de la veille pour le lendemain, le jour où on vous dit AstraZeneca, stop, parce qu'il y a un problème, on ne sait pas, il y a des thromboses. Alors, ok qu'on le fasse, mais qu'on ait au moins la décence de passer l'information très en amont. Et ça continue. C'est-à-dire qu'on est toujours avec un coup de retard, à la limite, sur beaucoup de choses. Alors, c'est lié parfois à la pandémie elle-même, c'est aussi lié au fait qu'il y a un problème d'organisation. C'est pas très confortable d'être dans un conseil scientifique et d'être un conseil scientifique parce que c'est analyser les choses et c'est accepter d'être un oiseau de mauvais augure parce que, et ça, je peux vous l'affirmer, notre souci, c'est d'être scientifique et de ne pas être politique. Les décisions politiques, on les discute pas. Il y en a un certain nombre que, personnellement, je considère comme inadéquates, ou qu'elles l'ont été ou qu'elles le sont encore. Mais il n'empêche qu'à partir du moment où le scientifique dit des choses, le politique décide. Et c'est lui d'assumer. Et nous ne sommes pas, nous, un conseil politique. Nous sommes un conseil scientifique. Et on ne travaille que sur des données, des niveaux de preuves, et parfois on les cherchait, des hypothèses, et puis l'expérience d'un certain nombre. Maintenant, les décisions politiques, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'économie, on parle du travail, qu'on parle de l'organisation d'une société et qu'on parle de science. Je pense qu'il ne faut surtout pas que la science soit prééminente. Si demain, ce sont les scientifiques qui pilotent la vie politique, il y a du souci à se faire. Hein. Qui fait le patron en ce moment ? C'est le virus. Donc le politique prend des décisions. En tant que citoyen, j'ai des idées sur la question, j'ai des opinions. En tant que membre du conseil scientifique, je reste dans mon champ et dans mon domaine. Et mon domaine, il est encore plus restreint que ça, c'est qu'il est celui de la médecine générale au sein d'une histoire qui la concerne et où il faut essayer de comprendre pourquoi elle doit exister, comprendre pourquoi elle n'a pas été reconnue à certains espaces et comprendre aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous voulez, on parlera de aujourd'hui, qu'est-ce que la médecine générale peut apporter pour la suite. Parce qu'il y a des choses là qui vont apparaître. Ça, le conseil scientifique, il n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, il est là pour dire ce qui va pas. Quand le conseil scientifique dit « Attention,
On a un problème dans les hôpitaux, il y a des services qui ferment. Et qu'on dit c'est pas vrai, et qu'a posteriori, on voit bien que les chiffres sont pas si loin de la réalité et que c'est pas fini. On peut lui reprocher de le dire et d'être alarmiste, mais il dit un certain nombre de choses qui sont des analyses qu'on a faites les uns et les autres ensemble. Quand le Conseil scientifique dit attention, il peut y avoir un bouleversement sociétal avec Omicron qui va cogner très fort et qui va paralyser une partie de la vie sociale et de la vie économique, et qu'aujourd'hui on nous dit qu'on a eu tort parce que c'est pas vrai, mais le problème, la réponse que je fais à ça, elle est très importante. C'est quand vous faites de la prévention et que vous êtes efficace, vous empêchez l'événement que vous avez prévu. Donc vous ne pouvez pas a posteriori dire vous aviez tort. C'est qui le patron? C'est le virus. Il a le sens de la formule, hein, Pierre-Louis Drouet. Et c'est bien de rappeler le rôle scientifique par rapport aux politiques. Moi, je le trouve très remonté, notre généraliste. Vous ne pensez pas qu'il aurait dû prendre la parole un peu plus tôt? Oui, parce qu'on a vu souvent des membres du comité scientifique revenir dans les médias, et je pense que sa liberté de ton et sa franchise n'entament pas la sagesse de ses propos. Donc c'est bien qu'on l'entende aujourd'hui, ça aurait peut-être été pas mal de l'entendre avant, et espérons qu'il continuera à avoir un peu de parole là, sur la fin de l'épidémie. Ce conseil a une utilité pour que les choses aillent mieux demain? Alors écoutez, on aurait peut-être pu entendre avant Pierre-Louis Drouet. Lui, il a aussi prononcé un certain nombre de paroles qui nous annoncent peut-être le monde d'après. On l'écoute. Une maladie de médecine générale, le Covid, ça va l'être encore plus maintenant. Bon, il y a les éléments numériques. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut très vite qu'on comprenne une chose, c'est que Omicron, là, est encore en train de monter, et d'ici une quinzaine de jours, il va avoir atteint à peu près son pic. Bon. Et il va y avoir 15 jours encore de délai pour qu'il y ait l'impact sur l'hôpital et les services horaires et tout. Donc ça va grimper d'ici 15 jours. C'est pas maintenant que ça grimpe, c'est dans 15 jours. On est en train de faire une gestion du Covid au travers des tests et autres, où l'acteur principal, c'est le citoyen et le patient. C'est bien. Mais sauf que si jamais on oublie le médecin dans l'affaire, ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire qu'il faut quand même un professionnel formé pour dire à ce patient « Attendez, stop, votre insuffisance cardiaque, votre diabète est 75 ans, ça fait 2 jours que vous n'êtes pas bien, que vous avez le nez qui coule, vous toussez et tout, il serait pas mal qu'on vous examine quand même. » Bon, parce que je suis désolé, même si la médecine au téléphone, ça a ses effets, il y a quand même un minimum de choses, c'est qu'on fait encore de la médecine en 2022 avec les yeux, les oreilles et les mains. D'accord? Et que si on n'examine pas ces patients pour repérer des décompensations, parce qu'ils ne vont pas mourir du Covid, ces gens-là, ils vont mourir des complications induites par le Covid, de leur morbidité, de leur maladie chronique. Et donc, faire de l'anticipation pour leur éviter d'aller courir à l'hosto et de se retrouver en réanimation, c'est notre rôle. Les informer qu'il existe des traitements préventifs et qu'on peut les mettre en hôpital de jour, une journée seulement pour faire une perfusion, c'est notre boulot. Et ça ne se fait pas en ce moment. Moi, je découvre que les anticorps monoclonaux, à la grande époque du Delta, ils sont restés dans les placards. D'accord? Il y a un problème quand même. Et on a le traitement. Demain, on va avoir les antiprotéases, en février à peu près, on peut l'espérer. On va avoir un rôle à jouer, puisque ça va être des médicaments qu'on va prescrire. Et là, il ne faudra pas interdire aux médecins de prescrire. Il va falloir que les médecins se forment, comprennent leur rôle, les indications, et ils en sont parfaitement capables, tous, pour qu'ils deviennent des acteurs de première ligne, pour éviter à certains patients d'aller encombrer l'hôpital. Et en arrivant à la fin de cet entretien, j'ai repensé que à l'hôpital, justement, au plus fort de la crise, les médecins avaient repris le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils avaient écarté toutes les structures administratives dont ils disent que ça les empêche en général d'agir efficacement, et qu'ils ont réussi très bien à faire face aux différentes vagues et à toutes ces arrivées de patients, y compris dans les services de réanimation. Alors j'ai demandé au professeur Drouet, est-ce qu'on pouvait considérer que le Conseil scientifique, en créant à sa manière aussi une transversalité entre tous les acteurs de la santé, est-ce que ça pouvait être une instance qui, si elle perdurait, pouvait aider à trouver des solutions pour toutes les faiblesses que cette crise a fait apparaître de notre système de santé? Je le souhaite. Il y a une phrase qui résume ça. Et si on faisait confiance aux professionnels qui sont sur le terrain, chacun dans son niveau?
on a vu les hospitaliers s'organiser, dire à l'administratif, bon, vous êtes gentil, mais là, voilà, comprenez, là, il y a quand même un problème. Alors, nous, on va faire avec ce qu'on sait faire. On n'est pas forcément très ambitieux sur le sujet, mais là, vous allez nous foutre la paix, puis on va s'organiser. Bon. Et on a vu des choses tout à fait emblématiques de quoi? Parce que, un médecin, il n'est pas médecin par hasard. Une infirmière, elle n'est pas infirmière par hasard. Et que quand elle est en face d'une situation critique, elle fait face. Elle souffre. J'ai écrit qu'un médecin généraliste et un médecin hospitalier, ça avait le droit de pleurer pendant la pandémie, que la souffrance des soignants, ça existe, et que ça fait même partie, c'est des choses que j'ai enseignées à la fac, moi, la souffrance des soignants, que c'est quasiment une culture qu'il faut qu'on ait, qu'aujourd'hui, on voit que pour la certification, on parle de la bonne santé des professionnels, et qu'un médecin en bonne santé, c'est un meilleur médecin, un journaliste en bonne santé, c'est un meilleur journaliste, c'est évident. Bon. Et faisons confiance aux professionnels qui s'organisent. Les Français et d'autres dans les pays d'Europe ont toujours montré que face à des situations de crise, il y avait du génie collectif pour faire progresser les choses. Un médecin a le droit de pleurer. Encore une bonne, excellente formule. C'est une interview que vous avez enregistrée quand, Thierry? Elle a été enregistrée mercredi dernier, c'est-à-dire le 11 janvier. Voilà, alors je vais vous avouer que je vais vous faire un gros compliment. Merci Jean-François. Je trouve votre interview excellente et je ne pensais absolument pas que Pierre-Louis Drouet nous dirait toutes ces choses. J'espère qu'il ne va pas être trop surpris de vous les avoir dites. Maintenant, quand on entend l'émission, on voit qu'il y a quand même des choses un peu brutales, mais il a raison et j'espère qu'il aura un rôle à jouer dans les mois à venir. Nicolas, votre conclusion? Bah écoutez, déjà, la première chose, c'est que le conseil, on voit comment a travaillé le conseil scientifique, et je trouve que c'est intéressant de voir la liberté d'expression, de parole et la transversalité de ce conseil scientifique. Ils n'ont pas assez expliqué comment ils bossaient. Hein. Ouais, et c'est très intéressant de le savoir à présent. Donc, première remarque. Et puis la deuxième conclusion, c'est que l'articulation ville-hôpital, qui est quand même une des épines de notre système de santé, manifestement, le Covid a toujours été, ça a toujours perduré aussi dans le Covid. J'espère que c'est pas gagné. C'est pas gagné et qu'on en tirera quand même des expériences puisque les choses ont peut-être un peu progressé, en tout cas sur les progrès qui ont été perceptibles, qu'on en tirera l'expérience nécessaire. Il y a peut-être un grand débrief à faire après la crise Covid. Vous y croyez, vous, au fait que maintenant, la médecine générale va avoir son mot plus à dire, qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient allés trop loin, les hôpitaux universitaires? Espérons que les choses seront mises en place pour pouvoir y arriver, mais par génération spontanée, non, c'est assez peu crédible. On compte sur Pierre-Louis Drouet. Allez, votre conclusion finale. Écoutez, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est que on espère là que les choses commencent à aller mieux, et si ça se précise, eh bien, on pourra dire que la France, au moins sur un plan sanitaire, elle s'en sort finalement mieux que ce que l'état de son système de santé pouvait laisser craindre. Oui. Voilà. Alors d'abord, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les professionnels de santé, ils ont super bien fait leur boulot. Et je crois qu'on peut leur dire bravo. Voilà. Et puis, comme le dit lui-même Pierre-Louis Drouet à la fin de cet entretien, ça montre qu'il faut parfois faire confiance au génie collectif. Très belle conclusion. Cette émission spéciale est terminée. Merci Nicolas Leblanc, merci à vous Thierry Boursat. Je rappelle que vous dirigez le site pourquoidocteur.fr et que vous êtes très vigilant sur la Covid depuis maintenant 2 ans. Hein. Qui nous occupe beaucoup depuis 24 mois. Oui, c'est vrai. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.